Bonjour tout le monde, est-ce que vous pouvez bien m'entendre, à l'arrière? OK, je vais me timer, pour être, sûre d'avoir des périodes de questions à la fin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'état du droit et des problèmes juridiques vécus par les personnes, trans, non binaires et bispirituelles au Canada. J'étais censée commencer avec un contexte de l'état du droit et de la jurisprudence, mais je vais comme passer là-dessus assez rapidement au final, puis me concentrer plus sur la recherche empirique. En partie, je suis conscient qu'on est comme le dernier obstacle entre vous et le 5 à 7 chez chez Barbada. Et aussi, ben, on a déjà beaucoup parlé de droit aujourd'hui. J'aimerais me tourner peut-être plus sur les limites du droit, mais aussi la complicité des politiques et des lois dans la création, la perpétuation des problèmes des personnes trans, non-binaires et bispirituelles. C'est ça, je vais passer très vite sur les 2 prochaines diapos. Au niveau du contexte, je vais parler du Canada, non seulement du Québec, les protections des droits de la personne. On le sait, au Canada, il y a eu l'ajout de, l'expression de genre et l'identité de genre comme motif interdit de discrimination. Ça s'est fait en 2002 et 2017. 2002, c'était les territoires du Nord-Ouest qui étaient le premier territoire à l'avoir fait. Et au Québec, on en a parlé plus tôt, ça s'est fait en 2016, au fédéral en 2017. Au niveau de la reconnaissance juridique, on en a aussi parlé. Rapidement, en 2012, c'est l'Ontario qui a été la première juridiction à retirer l'obligation d'intervention chirurgicale. Au Québec, on en a parlé, ça a commencé en 2013. Entre 2015 et 2022, ben, il y a eu des vagues de changements. Des changements qui se sont faits, des faits, refaits, etc. Et on a parlé d'un pendule plus tôt, puis je pense qu'il faut aussi porter attention à ça au niveau juridique. Euh, En parlant de jurisprudence, ben, ici, je me penche sur les travaux du professeur Samuel Senior de l'Université d'Ottawa qui a fait une recension des décisions, des jugements jusqu'à 2020 au travers du Canada. Ce qu'il a trouvé, c'est que la majorité des jugements, ben, ça parle d'enjeux de discrimination. C'est des jugements qui ont été décidés par les tribunaux fédéraux et provinciaux de droits de la personne. On a déjà parlé d'emploi, mais on parle aussi d'accès aux espaces publics et privés, le mégenrage et aussi les interactions avec les forces policières et les services correctionnels. Mais les personnes trans font usage du droit ailleurs aussi que les tribunaux des droits de la personne. On a plusieurs causes qui ont rapport au droit de la famille, par exemple, le droit de garde des parents, au niveau des jeunes, au niveau de l'accès aux soins médicaux, par exemple. Puis on a aussi des provinces canadiennes qui tentent de limiter s'ils ne l'ont pas déjà fait. Le droit d'immigration et réfugiés, discours haineux et propagande, etc. On voit donc que les personnes trans, ben, elles font usage de plusieurs outils juridiques. Cependant, ben, il y a plusieurs causes qui impliquent des personnes trans sans que l'identité de genre ou l'expression de genre elle soit considérée dans les jugements ou par les cours ou les tribunaux. Mais au-delà de ça, et c'est là-dessus que je vais me pencher plus aujourd'hui, c'est que ce que la recherche empirique elle nous dit, c'est que les personnes trans, non-binaires et bispirituelles, elles vivent un fardeau juridique très important et en fait beaucoup, beaucoup plus important que ce que la jurisprudence suggère. Donc, les causes et les décisions qu'on retrouve, ben, c'est vraiment une proportion minime des problèmes juridiques que les personnes vivent. Et aussi, et c'est relié, ben, les problèmes de ces personnes-là ils sont rarement résolus avec l'aide du droit. Donc, c'est là-dessus que je vais me pencher aujourd'hui, en commençant avec une étude qui a été faite, qui a été publiée en 2018 avec un rapport bilingue, l'étude Transformer la justice, qui a été menée en 2016-2017. C'est une étude qui a été menée par une équipe de chercheurs universitaires en partenariat avec le HIV and AIDS Legal Clinic of Ontario et financée par l'aide juridique et le réseau ontarien de traitement du VIH. Comme j'ai dit, c'est une méthode mixte. Il y avait eu un sondage et un volet qualitatif. Je vais vous parler plutôt du sondage aujourd'hui. Et le sondage a été fait auprès de 232 personnes trans et non-binaires au travers de l'Ontario. On leur a posé des questions sur les problèmes juridiques qu'ils avaient vécu au courant des 3 dernières années. Et ce qui est intéressant avec cette étude-là, c'est que le sondage a été basé sur une étude antérieure qui a posé les mêmes questions, mais à un échantillon plus large de la population canadienne générale. Donc, pas, il y avait peut-être des personnes trans et non-binaires au sein de cet échantillon-là, mais c'était la population générale canadienne. Donc, l'étude, elle nous permet de faire des comparatifs entre les problèmes et le nombre de problèmes et la gravité des problèmes vécus par les personnes trans et non-binaires
comparativement à la population canadienne générale. Donc, brièvement, pour vous parler un peu de ce comparatif-là, ici, il y a un tableau qui vous montre les problèmes, le comparatif des problèmes vécus ou rapportés par l'échantillon de la population canadienne générale versus la population trans et non-binaire de l'Ontario. Donc, sur l'axe horizontal, vous avez différentes catégories de problèmes. Je sais que c'est quand même assez petit ici, donc juste pour vous en nommer quelques-uns, partant de la gauche, oui, c'est ça, c'est la gauche, jusqu'à la droite, on parle de discrimination, de problèmes dans les milieux médicaux, en emploi, en logement, action ou interaction policière, rupture de relation, donc divorce ou séparation, accès à l'aide sociale, accusation criminelle, immigration, etc. Donc, toutes ces catégories de problèmes-là, ils sont nommés au bas ici. Et pour chaque problème, on a deux barres. La barre de gauche en vert, c'est les résultats de l'étude de la population canadienne générale. Et celle de droite, en bleu, c'est les problèmes rapportés ou le pourcentage de problèmes rapportés par l'échantillon de personnes trans et non-binaires. Ce qu'on voit ici, c'est que pour toutes les catégories sauf une, qui est la catégorie des problèmes liés aux dettes, puis je pourrais en parler pendant la période de questions si vous avez des questions, mais pour toutes les autres catégories, ben, les personnes trans et non-binaires rapportaient les problèmes de façon beaucoup plus significative. Beaucoup plus de personnes ont dit oui, dans les 3 dernières années, j'ai vécu des problèmes de discrimination en emploi, en logement, etc. Et dans toutes ces catégories-là, ben, la différence, elle était statistiquement significative, c'est-à-dire qu'elle était prononcée. OK. On voit donc une différence, il y a un fardeau juridique plus lourd, mais quelques faits saillants à noter. Ben, en premier lieu, le problème le plus courant qui est rapporté, c'est la discrimination. On parle de 43 chez les personnes trans et non-binaires contre 5,3 de la population canadienne générale. Mais bien sûr, on sait que la discrimination qu'on rapporte, ben, elle est vécue dans différents milieux. Donc, on peut voir que, par exemple, une personne qui rapporte des difficultés en emploi, bien, ça peut être des difficultés en emploi qui sont liées à des problèmes de discrimination, mais ça peut aussi être des problèmes en emploi qui n'ont pas rapport nécessairement ou explicitement avec le statut d'identité de genre ou d'expression de genre de la personne. Et ça, c'est important à se rappeler. Les personnes trans non-binaires, comme toute autre personne, elles vivent des problèmes juridiques multiples et certains sont liés à leur identité de genre ou l'expression de genre et d'autres ben, sont liés au fait qu'elles sont pauvres, qu'elles ont d'autres sites de marginalisation, etc. Une autre donnée importante, c'est que les personnes trans et non-binaires, elles étaient 15 fois plus susceptibles d'avoir été accusées d'une infraction pénale. Donc, on parle de 6 contre seulement 0,4 de la population canadienne générale. Et ça, c'était la plus grosse différence entre les deux échantillons. Donc, la criminalisation, c'est un problème important chez ces populations-là et je vais y revenir plus tard. Ensuite, 71 avaient vécu au moins un problème juridique, comparativement à 48,4 d'échantillons de la population générale, et 18 avaient vécu 5 problèmes ou plus. Donc, presque une personne sur 5 a dit « Moi, j'en ai vécu 5 ou plus dans les 3 dernières années », contre 10 de la population canadienne générale. Je n'ai pas le temps de m'y pencher, mais plus récemment, il y a une autre étude, un rapport qui a été publié en 2022 dans les deux langues, encore une fois, de l'organisme Justice Trans, qui a mené une étude similaire, mais avec un échantillon plus large de 700 personnes au travers du Canada. Et les pourcentages de problèmes individuels et les nombres de problèmes, ils sont plus élevés dans cette étude-là. Et en partie, c'est parce que l'échantillonnage que les chercheurs ont fait était plus intentionnel pour être plus inclusif, en particulier des personnes racisées et des personnes autochtones. Et je vais y revenir là-dessus aussi sous peu. D'autres faits saillants là-dessus, c'est que seulement 30 des personnes qui ont rapporté au moins un problème ont dit avoir reçu une aide juridique professionnelle pour régler ou pallier à leurs problèmes. Donc, moins du tiers des personnes ont dit j'ai un problème ou plus et j'ai reçu une aide pour régler ce problème-là. C'est très peu. Et en fait, seulement 7 des personnes ont dit j'ai reçu l'aide d'un professionnel ou d'une professionnelle du droit ou une aide juridique quelconque pour régler tous mes problèmes. Donc 7 seulement, mais de ce 7 %-là, 80 ou presque 80 elles ont dit j'ai juste un problème. Donc, la plupart des personnes, elles ne reçoivent pas d'aide juridique. C'est celles qui reçoivent l'aide juridique, ben, elles ont moins de problèmes. Et plus on a de problèmes, donc moins on est porté à recevoir ou apte à recevoir une aide juridique. OK.
Donc, ce qu'on apprend de cette étude-ci, c'est que les personnes trans, non-binaires et bispirituelles, elles vivent un fardeau juridique qui est beaucoup plus lourd que la population canadienne générale et qui est beaucoup plus important que ce que la jurisprudence, elle, nous laisse entrevoir. Et ça, c'est malgré les protections juridiques qu'on a aujourd'hui, hein. J'ai commencé avec les protections, ben, ça a peur de se traduire en une réduction des problèmes ou une égalisation des problèmes. Pas qu'on souhaite de problème à personne, bien sûr, mais il y a vraiment une disparité ici. Et aussi, ben, on apprend que très peu de personnes trans, non-binaires et bispirituelles bénéficient d'une aide professionnelle pour régler leurs problèmes juridiques. Mais pourquoi? Donc, cette étude-là ne nous permet pas nécessairement de comprendre le pourquoi de cela. Donc, je vais maintenant me tourner sur une autre étude qui nous aide un peu à répondre à cette question-là. C'est une étude qui a été commandée et financée par le ministère de la Justice du Canada. On a publié un rapport en 2022 en anglais et en français. C'est un projet que j'ai mené comme chercheur principal, mais qui était en partenariat avec l'organisme ASTEC, donc Action Santé Travestis Transsexuels du Québec. Et je dis en partenariat, mais vraiment, c'était une co-direction du projet égalitaire, là, selon moi. Donc, des personnes de cet organisme ont participé au design et à l'implémentation et aussi à l'analyse et à la rédaction du rapport de la recherche. Et notre méthode était 27 entretiens qualitatifs avec des personnes trans, non-binaires et bispirituelles au travers du Canada. On avait 2 stratégies de recrutement et je vais en parler parce que c'est important de dire pourquoi on a fait ça. Donc, tout d'abord, on a recruté 17 personnes qui étaient recrutées par l'entremise en ligne, par l'entremise de divers organismes par et pour les personnes trans, non-binaires et bispirituelles au travers du Canada. De nos jours, puis ben, il y a beaucoup de gens du communautaire ici, on voit de plus en plus d'organismes par et pour, et bien sûr, c'est une chose qu'on doit célébrer. Mais il demeure quand même qu'il y a peu d'organismes qui sont ancrés ou spécialisés à travailler avec les communautés qui sont les plus directement et les plus sévèrement affectés par les problèmes juridiques sérieux, comme par exemple, et je vais revenir sous peu, les problèmes liés à la criminalisation. Et donc, souvent, ben, le recrutement qu'on fait par les organismes par et pour, ben, ils n'arrivent pas à nous mettre en contact avec les personnes les plus marginalisées. Donc, dans notre étude, on a reconnu cette réalité-là et on a recruté 10 personnes, 10 participantes par l'intermédiaire d'ASTEC, notre partenaire ou notre co-directeur de recherche, parce que les communautés de personnes qui ont recours à leurs services, ben, elles ne seraient pas rejointes par l'entremise d'autres organismes. Et on parle ici principalement de femmes trans qui ont été ou qui sont actuellement des travailleuses du sexe et qui subissent de la criminalisation, de la pauvreté, de la violence, et dont une grande proportion sont des personnes migrantes racisées. Et avant de poursuivre, je tiens à noter que bien que notre cueillette de données soit faite en 2020-2021, j'ai eu une conversation récente avec le coordonnateur actuel d'Aztec, Julien Johnson. Je ne sais pas si c'est Julien, qui me disait que ben, la situation actuelle des personnes chez ASTEC, ben, elle n'a pas changé depuis notre étude. Donc, il y a toujours un besoin important d'avoir des services de première ligne pour les personnes les plus marginalisées. Et puis, je sais qu'il y a d'autres organismes qui offrent des soutiens ici en région aussi. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il y a seulement ASTEC qui fait ce travail-là, mais les besoins sont encore là malgré les années qui ont passé depuis notre étude. Donc, brièvement, je vais vous parler des types de problèmes qui ont été rapportés par les participants et participantes à notre étude. Je ne peux pas donner des exemples détaillés pour ces types-là, mais je vais les lister brièvement et si vous avez des questions, je peux donner des exemples pendant la période à la fin. Donc, premièrement, pour les statuts juridiques, on parle de problèmes qui sont liés aux pièces d'identité, peut-être sans surprise, mais aussi à la citoyenneté, à l'immigration, à la criminalisation, aux services de protection de l'enfance et de la jeunesse et aux relations conjugales et familiales. Au niveau de la sécurité économique et du niveau de vie, on fait référence aux problèmes en emploi, mais aussi ceux liés à l'accès à l'aide aux revenus, au logement et à l'éducation. Troisièmement, au niveau des soins de santé, des soins et services de santé, les problèmes relevaient de l'accès aux soins médicaux, mais aussi aux limites des couvertures d'assurance publique et aux difficultés que les personnes ont à naviguer les systèmes de santé mentale. Quatrièmement, au niveau des violences et d'autres formes d'abus, on a relevé un grand nombre, et je dis presque toutes les personnes qu'on a rencontrées ont parlé de violences et d'abus, malheureusement. On parle ici d'expériences isolées, mais aussi systémiques de harcèlement verbal et psychologique, mais aussi de violences physiques, qu'elles soient commises par des individus ou, et c'est important, des acteurs étatiques.
Et finalement, au niveau des centres de détention et de l'application de la loi, ben, certaines personnes ont partagé des expériences très difficiles pendant qu'elles étaient incarcérées ou dans d'autres formes de détention, et aussi au niveau de leur contact avec la police et autres forces de l'ordre. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on a retenu de ce que les personnes nous ont partagé de tous ces problèmes-là, parce que c'est un éventail assez large? Bien, en premier lieu, c'est que les problèmes juridiques et l'accès des personnes aux ressources, aux opportunités et aux protections, incluant les protections de leurs droits, bien, elles sont influencées par leurs statuts socio-juridiques, c'est-à-dire l'interaction entre leurs statuts sociaux et leurs statuts juridiques. Quand on parle de statut social, on fait référence au positionnement social d'une personne, donc son genre, son identité ethno-raciale, son état de santé, ses handicaps, sa classe sociale, son âge, etc. Et nos données, ben, elles démontrent sans surprise pour plusieurs d'entre nous que les fardeaux juridiques des gens sont souvent façonnés par les interactions et les effets cumulés de plusieurs de leurs positions sociales. Et bien sûr, on a eu une excellente présentation ce matin qui nous parlait d'intersectionnalité. Donc, c'est là-dessus qu'on se réfère ici. Au niveau du statut juridique, on fait référence à la manière dont les lois, les politiques, les règlements et les institutions, les acteurs qui les appliquent, bien, comment elles délimitent l'accès des personnes aux protections juridiques et contribuent à engendrer des problèmes juridiques. Donc, par exemple, le statut d'immigration, l'état civil, le statut indien ou le fait d'avoir un casier judiciaire, bien, ce sont des éléments qui peuvent faire partie du statut juridique d'une personne. OK, c'est une chose, mais c'est aussi des statuts qui vont engendrer ou en soi représenter un problème. OK? Et c'est là-dessus que je vais me baser pour les dernières diapositives de ma présentation. Donc, ce que notre étude elle révèle, c'est que les statuts sociaux et juridiques, ils interagissent entre eux et ils créent ou ils peuvent empirer l'expérience de problèmes. Et donc, la vulnérabilité de certaines personnes à faire face à des problèmes sérieux, ben, elle est influencée par des forces politiques, économiques, juridiques et sociales qui sont pas adéquatement considérées dans les mécanismes juridiques et administratifs. Parce que ces mécanismes-là, ben, ils individualisent ou ils tentent à individualiser les problèmes à répondre à l'individu et non pas au contexte plus large qui entoure et limite l'individu. Ensuite, bien qu'on a explicitement demandé aux personnes de décrire leurs problèmes récents, les entretiens ont souvent révélé que les personnes vivaient des problèmes qui étaient exacerbés par les effets à long terme de problèmes antérieurs. Et même qu'ils en découlaient directement. Donc, on vit un problème, on l'a vécu il y a 10 ans, mais on en paye encore la donne aujourd'hui. Et au final, ce que notre rapport y révèle, c'est qu'on ne peut pas acquérir une bonne compréhension du fardeau juridique auquel font face les personnes trans, non-binaires et bispirituelles si on examine uniquement leurs problèmes en isolement, un à la fois, sans considérer leur portée, en considérant seulement leur portée immédiate. Il faut plutôt établir des liens entre leurs problèmes actuels et antérieurs et aussi examiner comment les différents problèmes ont des répercussions qui sont croisées et amplifiées entre eux. Donc, pour illustrer brièvement, on va prendre l'exemple de la criminalisation. En particulier parce que c'est un problème qu'un grand nombre de personnes à notre étude ont fait référence, qui avait des effets très significatifs sur leur vie. On utilise le terme criminalisation assez large au sein de notre étude. Donc, on parle de la création, de l'application et de l'impact du droit pénal, mais aussi d'autres types de lois, de politiques et de pratiques qui ont des effets punitifs sur les gens. Donc, on peut penser par exemple au règlement municipal et aux lois en matière d'immigration. Et on sait bien sûr que la criminalisation, si on la décrit de cette façon-là, bien, on sait qu'elle cible de manière disproportionnée certaines personnes et certaines communautés spécifiques. Il faut noter, entre autres, qu'un grand nombre de personnes qui ont désigné la criminalisation comme l'un de leurs problèmes juridiques principaux, bien, elles parlaient de la criminalisation des drogues, de la consommation, de la possession de drogue et des activités liées au travail du sexe. Pour plusieurs personnes, la criminalisation de leurs activités, elle est non seulement en soi un problème, donc la criminalisation est un problème, mais elle rend aussi d'autres problèmes juridiques inévitables. Pour plusieurs, être criminalisé, ou être même juste à risque de l'être, c'est une menace constante dans sa vie. Donc, il ne faut pas se dire que c'est seulement de faire face à des accusations criminelles qui est la criminalisation. On parle aussi de la possibilité d'être criminalisé, de devoir vivre toujours dans l'ombre du droit pénal, si on veut, donc toujours avoir la crainte ou devoir anticiper les effets négatifs et punitifs du droit pénal, même si peut-être dans notre vie, on ne sera jamais accusé.
Donc, au final, on sait aussi que la criminalisation, elle a des effets prolongés et elle peut entraîner un cercle vicieux de problèmes juridiques qui se multiplient. Donc, on peut penser, par exemple, à une personne qui voit son statut d'immigration, sa possibilité d'obtenir la citoyenneté ou la résidence permanente, ben, elle est mise en péril parce qu'elle est criminalisée. Et ça, c'est l'exemple de quelques personnes à notre étude, mais on sait que c'est un problème qui en affecte plusieurs autres. Donc, au final, comme pour la majorité des autres problèmes juridiques révélés dans notre étude, ben, la cause profonde des problèmes liés à la criminalisation, ben, c'est les lois en soi. Hein. C'est l'existence ou l'application d'une infraction pénale ou d'autres instruments punitifs au-delà du droit pénal. Donc, en d'autres mots, les lois, les politiques et les règlements, ils sont la source des problèmes. Ils ne sont pas une source de solution, ils sont les problèmes en soi. Et ça s'applique au droit criminel de façon assez explicite, mais c'est aussi le cas de d'autres problèmes qui ont été rapportés à notre étude. OK. Donc, en termes de conclusion, premièrement, ben, ce qu'on apprend de notre étude, c'est que les problèmes juridiques des personnes trans, non-binaires et bispirituelles, ils sont généralement très complexes. Ils couvrent de multiples systèmes juridiques et administratifs. Ils se produisent sur des périodes de plusieurs années et même, voire des décennies. Les effets de ces problèmes-là, ils sont particulièrement marqués pour des personnes confrontées à plusieurs problèmes à la fois et qui doivent donc naviguer par choix, mais souvent sans avoir le choix de le faire, ils sont forcés, qui doivent naviguer plusieurs systèmes juridiques ou administratifs à la fois. Deuxièmement, le contact avec les systèmes juridiques et administratifs complexifie généralement les problèmes plutôt que de les simplifier. Ces systèmes et leurs procédures sont non seulement inaccessibles et insuffisants très souvent pour régler la plupart des problèmes, surtout quand les problèmes commencent à s'accumuler, mais ils sont aussi en soi souvent nuisibles et même déshumanisants ou violents. Donc, nos résultats indiquent qu'il y a beaucoup de barrières, d'expériences de mauvais traitement et des abus dans les systèmes, incluant les systèmes qui sont censés aider. Puis, on a eu un témoignage plus tôt aujourd'hui à cet effet-là. Troisièmement, même s'il peut y avoir des effets positifs à améliorer l'accès aux ressources juridiques, dans plusieurs cas, ce n'est pas suffisant pour résoudre des problèmes, en particulier lorsque les systèmes juridiques administratifs sont la source des problèmes. Au final, un grand nombre des problèmes qui ont été rapportés à notre étude, ben, ils ne peuvent pas être résolus sans qu'il y ait des réformes juridiques, des formes de loi, des réformes de politique plus significatives. Et finalement, pour la grande majorité des personnes trans dans notre étude, la ressource la plus importante pour résoudre ou survivre à leurs problèmes, et plus souvent que d'autres choses, c'est de survivre à ces problèmes, c'était leur communauté au sens large. Et ici, je veux souligner en particulier les organismes communautaires par et pour qui fournissent une assistance directe aux personnes pendant qu'elles font face et qu'elles doivent naviguer leurs problèmes. En outre, les organismes et programmes, ben, ils sont essentiels pour aider les personnes à trouver des informations ou des prestataires de services qui sont compétents, même si encore aujourd'hui, encore une fois, ça sort de ma discussion avec le coordonnateur d'Astec, ben, il existe très peu de services complets et adaptés qui peuvent répondre adéquatement aux problèmes juridiques qui sont complexes et qui affectent les personnes les plus marginalisées. Et sur ce point, pour terminer, je suis un petit peu au-dessus de mon temps, là, pardon, Barbara. Je voulais juste dire que jusqu'à 2023, ASTEC offrait de l'accompagnement, de l'information et de l'accompagnement juridique pour les personnes les plus marginalisées, en particulier les personnes qui avaient des réalités juridiques complexes et entrecroisées. Et malheureusement, ben, les sources de financement actuelles d'organismes ne leur permettent pas de continuer ce programme-là. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont décisionnaires ici, décisionnaires qui ont des poches d'argent pour les programmes d'accès à la justice et autres. Mais je vous encourage à discuter avec Julien de leurs besoins parce que c'est des services importants et je sais qu'il y a d'autres organismes qui font du travail ainsi aussi. Il faut les soutenir pour aider les personnes à naviguer leurs problèmes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vais déjà commencer par remercier Savi pour l'invitation à venir ici aujourd'hui. Ça me donne l'occasion d'être sur un autre campus et dans une salle avec des fenêtres, ce qui me change fortement de l'UQAM. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Jemila Caron. J'ai été présentée. Je suis professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM et directrice de la clinique, donc la clinique de justice sociale de l'UQAM.
dont je vais vous parler principalement aujourd'hui. Je suis aussi une personne lesbo-queer qui utilise le pronom YEL et les accords indifférents. Après, évidemment, du fait de mon statut de professeur et d'autres caractéristiques, je bénéficie aussi de beaucoup de privilèges qui viennent avec une certaine responsabilité, notamment de garder en tête toujours les personnes les plus en marge de nos communautés. Et c'est ce que je vais aussi essayer de faire dans mes propos. Et je pense en particulier actuellement aux personnes trans, aux personnes non-binaires, mais aussi aux personnes migrantes qui reçoivent des attaques assez violentes, notamment de la part de nos autorités. J'ai le plaisir de passer après William Hébert, parce qu'en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, la clinique, c'est la solution, l'unique, évidemment, à tous les problèmes juridiques qui vous ont été exposés. Évidemment, je rigole, mais je tiens quand même à remercier William pour le travail qui a été fait dans son rapport et avec ses co-auteurs. En fait, ce qu'on fait à la clinique, c'est véritablement partir des constats de ce rapport qui est lu chaque année, chaque session même en classe. Toutes les personnes qui passent dans mes cours doivent lire ce rapport. Ça vient avec un grand désarroi. Alors, comment je passe ça? Non, pause café, c'est dans l'autre sens. Pas encore. Notamment du fait de cette phrase qui a été, que tu as soulignée et qui nous dit donc que les systèmes juridiques administratifs n'étaient pas les solutions à leurs problèmes, donc aux personnes trans, bispirituelles et non-binaires, mais bien la source de leurs problèmes juridiques. Et ça, pour des personnes qui étudient le droit, y compris des personnes avec un regard critique, y compris des personnes qui sont à l'UQAM, c'est très déstabilisant et ça demande ensuite beaucoup de travail, de réorientation. Donc, merci pour ça. Ça me fait aussi dire, et puis je vais revenir sur ça à la fin de ma présentation, qu'il est vraiment important qu'on réfléchisse en profondeur à notre approche et notre rapport au droit et à la justice, puis j'aurai quelques pistes de réflexion sur ça à la fin. Les constats qu'il y a dans ce rapport de William vont dans le même sens qu'un sondage qu'on a fait avec la clinique lorsqu'on a commencé à avoir l'idée de créer cette clinique de justice sociale. On a fait un sondage où on a demandé au milieu communautaire LGBTQIA2S+, quel était leur rapport avec les professionnels du droit. Alors, je m'attendais à ce que ce soit dur, mais ça a été très dur. On a constaté une grande méfiance, en fait, vis-à-vis des professionnels du droit, qui s'expliquait en partie par une méconnaissance des réalités, ça je m'y attendais, mais qui s'expliquait aussi en partie par une méconnaissance des problèmes juridiques et du droit applicable à ces personnes. On a ensuite posé une autre question qui était quelles seraient les qualités essentielles qu'une juriste devrait développer pour travailler auprès des milieux communautaires. Je vous ai mis ici une liste des éléments qui sont ressortis du sondage. Et malheureusement, vous dire que très peu, voire pas, de ces choses sont apprises dans un bac en droit actuellement. Donc, ce que je vais faire, maintenant que j'ai passé pas mal de temps à me présenter et à faire une introduction de 5 minutes sur les 20 que j'avais, c'est de vous présenter la clinique, de vous expliquer en quoi on tente de répondre aux problèmes juridiques des communautés LGBTQIA2S+. Puis je vais finir avec justement quelques réflexions plus générales sur l'accès à la justice. Alors, la clinique, c'est une clinique juridique universitaire. Alors d'abord, peut-être vous expliquer ce que c'est une clinique juridique universitaire qui se distingue d'une clinique juridique qui serait communautaire. C'est un lieu d'apprentissage qui est lié à une université, une faculté de droit, où des personnes qui étudient le droit vont acquérir des connaissances et des compétences pour pouvoir exercer les métiers du droit, avec la particularité de travailler sur des situations réelles. Donc c'est ça les deux particularités, c'est on est à l'université mais on travaille sur des situations réelles. Là-dedans, la clinique, elle a une mission particulière qu'on lui a donnée, enfin que je lui ai donnée en l'occurrence, qui est de former des professionnels du droit critiques, engagés et réflexifs, mais aussi outillés pour travailler sur les questions de genre et de sexualité en lien avec le milieu communautaire. Donc, on a une thématique qui est celle des questions de genre et de sexualité, qui nous permettra parce que notre existence est récente, avec le temps de développer une expertise sur un domaine particulier, mais aussi de créer un rapport de confiance avec un milieu communautaire particulier, qui est celui qui travaille sur les questions LGBTQIA2S+, évidemment aussi avec des solidarités. Ensuite, on a une approche qui est celle de la pratique communautaire du droit. Alors, qu'est-ce que c'est ?
contrairement à son titre, qui est une traduction de l'anglais, parce qu'il y a peu de gens qui travaillent en français sur ça, pratique communautaire du droit, ça fait référence à un cadre théorique et méthodologique qui veut faire rien de moins que repenser la manière de pratiquer le droit pour les juristes qui veulent travailler en matière de lutte sociale. Donc c'est vraiment un cadre théorique qui est destiné aux juristes dits progressistes. L'idée, c'est de placer l'émancipation des groupes marginalisés au cœur de la pratique juridique, de décentrer les juristes et le droit dans les luttes, ça on pourra revenir aussi sur ça, de renforcer les communautés et de pousser à la réflexivité chez les juristes dans le but d'œuvrer à des changements qui soient structurels. Et ça implique une conception qui est véritablement en marge de la conception pratiquée et enseignée des métiers juridiques. C'est évidemment un cadre théorique qui fait écho à ce qui est dans le rapport de William Eber, mais aussi à d'autres personnes qui écrivent depuis les théories queer et trans sur le droit. Je ne peux pas ne pas mentionner mon idole Dean Spade, et notamment son ouvrage Normal Life, qui justement en partant des théories trans nous incite à nous interroger sans cesse sur les priorités qu'on a dans les luttes juridiques qu'on mène, sur à qui elles bénéficient réellement et sur quelle est la vision des changements sociaux qu'on véhicule en choisissant telle ou telle lutte juridique. Il critique notamment le fait de se concentrer sur l'ajout d'infractions au code criminel pour soi-disant protéger les personnes LGBTQIA2S+, et qui servent surtout, selon lui, et ça rejoint un peu les conclusions de ton rapport, surtout à renforcer en fait des systèmes juridiques, des systèmes judiciaires et policiers qui vont en fait marginaliser d'autres personnes parmi les communautés. Bon, ça c'est un peu notre philosophie. Concrètement, quand même, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Chaque session, on va recevoir dans la clinique 12 personnes étudiantes en droit, donc c'est un cadre assez privilégié puisqu'on a une petite classe. C'est le nombre de personnes pour toutes les cliniques à l'UQAM qui sont volontaires, hein. C'est des personnes qui ont choisi, c'est un cours optionnel, c'est des personnes qui ont choisi de faire ce cours. On va se réunir chaque semaine en classe et on va mener des réflexions sur justement comment développer cette posture de juriste engagé. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la classe. Et puis, je voulais quand même préciser que c'est des personnes qui sont soit en maîtrise, soit en fin de bac en droit, donc qui partent ensuite vers l'école du barreau. C'est des personnes qui sont en fin de parcours. Ensuite, en plus de ça, les personnes vont être divisées en petits groupes, en groupes de 3 personnes, qui vont être affiliées à un organisme communautaire qui a approché la clinique avec un besoin qui est en partie juridique. Et en fait, ces 3 personnes étudiantes et cet organisme communautaire vont cheminer tout au long de la session pour arriver à un résultat à la fin de la session. Elles cheminent aussi, je l'ai mis, supervision clinique, communautaire et juridique. Chaque groupe a aussi un avocat ou une avocate qui va travailler d'une manière pro bono et qui est spécialisé dans le domaine du dossier en fait en question dans la clinique. Peut-être je vous donne quelques exemples. Là, vous voyez une image d'une dernière brochure qu'on a fait, une brochure d'information sur le traitement de la cybersextorsion en droit, qui était en collaboration avec les 3 sexes. Et puis cette session, je vais juste vous mentionner 3 petits exemples de ce qu'on fait. On travaille avec la Fondation Émergence sur un avis juridique qui analyse la légalité des codes vestimentaires genrés dans le milieu de travail. On a pas mal parlé de milieu de travail, donc ça va être un avis juridique. On travaille avec Agir sur un guide sur le formulaire de fondement de la demande pour les personnes qui demandent l'asile au Québec et qui doivent remplir ce formulaire. Donc, ce qu'on fait, c'est d'expliquer concrètement comment répondre à chacune des questions, quels sont les pièges, à quoi il faut faire attention. Et donc, c'est un accompagnement pour pouvoir remplir ce formulaire soit seul, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ne sont pas accompagnées, soit en collaboration avec l'organisme. Et on fait aussi un travail avec le Conseil québécois LGBT sur des lettres de plainte pour les écoles, dans le cas où il y aurait des situations, par exemple, de harcèlement ou de mégenrage dans les écoles. En fait, on a écrit des lettres de plainte type que les organismes pourront utiliser pour ensuite les envoyer aux écoles, avec d'abord une lettre sympa.
après une lettre moins sympa qui explique en fait que violer les droits, c'est pas une bonne idée. Et tout ça est accompagné d'un petit guide à destination de l'organisme pour expliquer un petit peu les formules à utiliser, à ne pas utiliser, etc. Donc ça, c'est un peu nos projets en cours. Puis si je devais résumer, ce qu'on cherche à faire dans la clinique, c'est véritablement de tenter, je le dis avec humilité, de ramener les rapports de pouvoir dans le travail juridique pour penser le droit, la pratique du droit, le travail en solidarité avec les communautés, mais aussi ce qui se passe dans la classe de la clinique, qui répond aussi bien entendu à des rapports de pouvoir. Et donc maintenant la réponse, comment est-ce qu'on répond justement avec la clinique aux problèmes juridiques des communautés LGBTQIA2S+, de nouveau à notre échelle et avec ce qu'on peut faire dans le cadre d'un cours universitaire. La première chose, c'est d'essayer de créer un lieu un petit peu de refuge, puis j'utilise presque des guillemets autour de ça, dans le cadre du cours, où soit des juristes qui sont concernés par les questions LGBTQIA2S+, ou soit d'autres personnes étudiantes minoritaires vont pouvoir se retrouver pour questionner le rapport au droit et ce que le droit nous fait, donc des sortes d'hétérotopies, donc de lieux qui obéissent à d'autres règles que les règles qui sont généralement en place dans les facultés de droit. On ne prétend pas pour autant être un safe space. Ça m'a été rappelé de manière un peu dure cette session, notamment par une personne qui m'expliquait être la seule personne non blanche dans la classe clinique et qui me demandait si la lutte pour les personnes LGBTQIA2S+ en droit était réservée aux personnes blanches au Québec. Donc on tente d'aller vers ça. Ensuite, on le fait en répondant à court terme à des besoins juridiques concrets, puisqu'il y a des groupes communautaires qui viennent vers nous avec des besoins juridiques. Donc, on essaye de répondre à cela avec une vision, peut-être j'ai pas assez insisté sur ça, collective du droit. Ça veut dire que ce n'est pas des individus qui vont venir avec un problème juridique, mais c'est un groupe communautaire qui va venir avec un problème juridique, vu que notre but, c'est de participer à des changements structurels. Je précise aussi que c'est un choix pédagogique parce que ce qui ressort de la littérature, mais aussi de mon expérience clinique, c'est que c'est très difficile avec des cliniques juridiques de conseil individuels de remettre en question certaines conceptions du travail juridique, notamment de sortir de la situation individuelle pour aller vers des problèmes collectifs, mais aussi de faire en sorte que les juristes sortent de leur position d'expert, experte ou de sauveuse, ce qui est souvent renforcé quand on fait du conseil individuel. Et enfin, ce qu'on essaye de faire, c'est de répondre à des besoins juridiques à long terme des communautés. Ça, c'est un petit peu l'aspect positif aussi là-dedans, c'est de voir à long terme et de se dire qu'on va avoir de plus en plus de juristes qui seront formés à ces questions de 3 manières. Déjà, des juristes avec des connaissances sur les questions de genre et de sexualité en droit. Ça peut vous sembler étrange, mais comme je l'ai dit, on n'apprend pas ces questions-là. Et là, je parle vraiment des compétences juridiques en faculté de droit. Ça veut dire que les personnes qui sortent du cours vont déjà comprendre les motifs de discrimination, de sexe, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, la différence qui en est faite par les tribunaux, mais aussi dans les communautés, et les différences qu'il y a entre ça. C'est des juristes qui vont connaître l'histoire de l'acquisition des droits, qui vont savoir qu'est-ce qui a fonctionné ou pas devant les tribunaux, qui vont être au courant des reculs et puis qui vont connaître par exemple les dernières décisions en matière de mégenrage ou de famille pluriparentale. Ensuite, pour le point B, c'est des juristes qui vont avoir des compétences et des connaissances pour travailler avec les communautés. Donc, on parle par exemple d'avoir une terminologie appropriée, de comprendre les difficultés en ayant lu le rapport de William Eber. Et donc, ils vont en partie essayer d'avoir certaines des qualités que je vous ai montrées au début de la présentation, certaines des qualités. Je rappelle que c'est une session. Hein. Les personnes peuvent se réinscrire, mais c'est une session. J'ai quand même des personnes qui continuent d'être là. Et puis, le dernier point, c'est de former des juristes avec un regard critique sur le droit, la pratique du droit et l'enseignement du droit. Et c'est difficile parce que les gens arrivent en fin de bac en droit. Et je peux vous dire qu'après déjà 3 années de droit, les gens sont déjà très formatés dans une manière de penser qu'il faut déconstruire. Ça m'amène à ma dernière partie qui est quelques réflexions plus générales. J'ai marqué en ces temps troubles pour penser l'accès à la justice
le rôle des juristes dans les luttes, puis ça pourra aussi être l'objet d'une discussion avec vous. Et puis c'est des réflexions que je mène du fait d'être à l'université, mais d'être aussi en lien avec le milieu communautaire et en lien avec les milieux juridiques. J'ai 4 points, et ce sera tout ensuite. Le premier point, c'est de toujours garder un regard critique sur la notion d'accès à la justice. Quand on parle d'accès à la justice, je pense qu'il faut toujours préciser de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un accès au droit? Est-ce qu'on parle d'un accès à des avocats, avocates? Est-ce qu'on parle d'un accès à un système judiciaire? Ou est-ce qu'on parle d'un accès à la justice? La justice, c'est quand même l'idée d'avoir une distribution équitable des ressources et des opportunités. Et ça, malheureusement, pour moi et mes collègues, ça ne va pas être atteint en ayant plus de gens qui ont accès à des avocates et à des tribunaux, surtout dans un système judiciaire qui, en fait, reproduit plutôt que combat des injustices systémiques. Donc, ne pas oublier d'avoir un regard vraiment critique sur cette notion, surtout qu'il y a une rhétorique qui est très forte en ce moment, de nous pousser à avoir une vision quantitative de l'accès à la justice. Donc, combien de justiciables ont pu avoir accès à vos services? Et ça, c'est une pression que nous aussi, on reçoit en tant que clinique juridique. Ça veut dire que si on veut obtenir des financements, notamment du ministère de la Justice, on doit montrer combien de personnes ont eu accès à nos services. Nous, par exemple, on ne fait pas ça vu qu'on travaille avec des groupes communautaires. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu cette critique-là. Ma deuxième critique, j'ai ajouté le trop après, parce que je me suis dit que c'était pas, c'était peut-être pas approprié, mais ne pas trop judiciariser les luttes. Alors évidemment, il y a des attaques en ce moment qui portent spécifiquement sur les droits, et il est important d'y répondre, et d'y répondre aussi avec des arguments juridiques. Mais je pense qu'il est important de se rappeler que le changement arrive rarement par le droit, contrairement à ce qu'on nous fait croire, et contrairement à ce qu'on nous fait beaucoup croire en faculté de droit. Et aussi que la transformation des problèmes sociaux en objectifs juridiques dans les luttes, elle vient presque toujours avec un calcul qui va déradicaliser les revendications, en fait. Parce qu'on va se demander qu'est-ce qui va passer ou pas. On va commencer à faire des calculs et en fait, on va au final avoir des petites réformes qui demandent beaucoup de ressources, mais qui des fois n'ont pas d'effet pour les personnes les plus marginalisées dans nos communautés. Le troisième point est directement en lien avec ça, c'est de bien réfléchir dans nos revendications juridiques à qu'est-ce qu'on avance, à quel moment, qu'est-ce qui est priorisé et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, notamment pour les personnes les plus en marge dans nos communautés. Il y a des juristes queer qui critiquent fortement la concentration de nos luttes uniquement sur certaines notions. Donc, ça a été pendant longtemps le mariage, ça a été l'inclusion dans l'armée, la reconnaissance des actes et des propos haineux, puis, on l'a vu, le passage de nouveaux critères de discrimination. Il faut se rappeler qu'il y a certaines de ces mesures, pas toutes, qui ont en fait peu d'impact pour les groupes les plus marginalisés, qui, comme on l'a vu, ont des problèmes d'emploi, de logement, d'accès aux soins, de statut migratoire, de criminalisation, etc. Donc, de porter attention à qu'est-ce qu'on met en avant dans nos luttes et à faire attention à certaines des mesures qui vont justement renforcer des systèmes judiciaires et policiers qui en fait sont détrimentaux pour beaucoup de personnes. Donc, de faire attention que nos revendications juridiques ne créent pas d'autres exclusions. Puis le dernier point, puis ça fait écho à ce que tu disais à la fin, c'est de faire attention à intégrer les juristes. Alors j'ai mis dans les organismes communautaires, mais c'est vraiment dans la manière de penser les luttes pour éviter ce que j'ai moi-même nommé le phénomène des juristes qui débarquent. Donc le fait qu'on va considérer le travail juridique comme un travail qui est externalisé et on va au moment où on a besoin aller chercher des juristes qui vont pouvoir travailler, souvent qui viennent de grands cabinets d'avocats, qui vont pouvoir travailler pro bono. Et évidemment, je comprends qu'on fasse ça, mais je pense qu'il y a quelque chose à repenser dans la manière d'avoir des juristes qui fassent vraiment partie des luttes, qui travaillent au sein d'organismes communautaires. Donc ça, c'était mes quelques réflexions plus générales sur l'accès à la justice. Puis évidemment, maintenant, je pense qu'on va être à la disposition du public pour les questions. Merci. Merci beaucoup.